Les différents systèmes de régulation d'une profession en France. Alors, le premier point, donc, c'est une petite présentation des différents systèmes de régulation d'une profession en France. Donc, historiquement, il y a bien quelque chose qui revient toujours quand on parle des ordres professionnels, qui est l'organisation des professions dans ce pays avant la Révolution française. Ce qu'on appelait les corporations, pour faire bref, mais enfin, on appelait ça aussi les jurandes, on appelait ça aussi les syndicats professionnels, etc., qui étaient des systèmes complètement fermés, complètement dans la main des professions, et qui régulaient la totalité de la vie de la profession. Comment j'y rentre, c'est-à-dire comment j'ai le droit d'être garçon boucher, parce qu'il ne s'agit pas à l'époque des professions dont on parle nous aujourd'hui, il s'agit de toutes les professions. Donc, comment j'ai le droit d'être garçon boucher ou d'être cordonnier? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Quelle cotisation je dois payer à la structure qui gère ce système-là? Quel prix vais-je pratiquer? Quel rapport de salariat vais-je avoir avec mon patron? Tout ça, c'est un système extraordinairement encadré, régulé et qui gère toutes les professions qui existent dans notre pays. Alors en 1789 et plus exactement en 1791, la Révolution française, qui était une révolution bourgeoise libérale pour simplifier, estimait que c'était pas bon pour la concurrence. Donc Isaac Le Chapelier, qui est un député de, je sais plus où, de Vendée, je crois, enfin en tout cas de l'Ouest, présente cette proposition de loi qui vient d'ailleurs après une première tentative par décret, parce que c'était marrant à l'époque de la Révolution, il y a plusieurs exemples comme ça. On commençait par faire un décret pour interdire un truc, on s'apercevait que ça marchait pas, et alors on faisait une loi pour dire attendez, je vous ai expliqué qu'il fallait pas le faire, et maintenant je vous le redis. Et puis ça va très très mal se passer si vous le faites. Je vous recommande, c'est très facile à accéder, je ne veux pas vous en infliger cette lecture parce que ça prendrait un peu de temps, mais sur Google, vous tapez loi Le Chapelier, vous trouverez quelques occurrences qui vous permettent de lire la totalité du texte qui fait 1 page et demie, qui est passionnant, qui est absolument passionnant pour les débats qui sont les nôtres aujourd'hui, parce que ça dit, quand vous vous réunissez, vous, professionnels, là par exemple, vous qui avez boutique ouverte, il y a cette phrase magnifique, quand vous vous réunissez, vous n'avez surtout pas le droit de parler de vos intérêts supposés communs, vos intérêts supposés communs. Vous n'avez évidemment pas le droit de contraindre par la force vos ouvriers à respecter ce que vous voulez faire. Bref, vous avez le droit de ne pas faire grand-chose. Et ça, c'est fait sur 6 ou 7 articles, c'est-à-dire que c'est quand même pas rien. C'est plus ceux-là qui font de la liberté d'entreprendre dans ce pays que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce elle comporte un article 4 qui parle de liberté. Bon, ça, on connaît bien la question en France, l'égalité, la liberté, le machin. Puis après, la mise en œuvre concrète, c'est plus technique et plus compliqué. C'est plus la loi Le Chapelier qui la fonde que cet article 4 de la Déclaration. C'est pourtant l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fonde la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d'exercice des professions. Que la liberté d'entreprendre est une liberté constitutionnellement garantie. Alors là encore, c'est sympa les principes. Les annulations du Conseil constitutionnel, par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative qui porte atteinte à la liberté d'entreprendre, je les compte sur les doigts d'une main et encore en poussant un peu. Bref, il le fait quand même, il le fait tout en admettant que, pour des motifs d'intérêt général, on peut encadrer cette liberté. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire la profession d'ostéopathe, c'est pas si libre que ça en a l'air. On a le droit, si on a un motif d'intérêt général, petit 1, je crois qu'à l'évidence, quand on parle de professionnels de santé, je marche sur des œufs parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas utiliser les mauvais mots. Bon, je crois qu'on a le droit de dire professionnel de santé. Non, on n'a pas le droit non plus. Bon, en tout cas, quelqu'un qui s'occupe de la santé d'un gars ou d'une fille, si ça cadre à peu près. Donc on a évidemment le droit d'encadrer une profession qui vient toucher à la matière humaine et qui vient traiter de la santé ou du bon état sanitaire de l'individu qu'on est en train de traiter, et sous réserve que ce soit proportionné à l'objectif qu'on poursuit. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, la mesure que je prends, qui est une mesure de restriction de la liberté, une fois de plus, les cordonniers peuvent s'installer cordonniers comme ils veulent aujourd'hui dans ce pays. Les ostéopathes, manifestement, non, on va y revenir. Et peut-être non, encore moins après, mais en tout cas, est-ce que ce que je fais en interdisant à n'importe qui de dire je suis ostéopathe, je l'ai fait en proportion de l'objectif que je poursuis? C'est très important dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel lorsqu'il contrôle les atteintes aux libertés de type économique, quand il s'agit de contrôler l'atteinte des différences entre les sexes, entre les races, etc., ou les religions. C'est assez simple, on dit on n'a pas le droit de le faire. Quand on commence à rentrer dans une espèce de prise en compte d'un objectif d'intérêt général pour réguler ou pour créer des distinctions entre professions, il faut que ça soit
comment dire, c'est un petit peu le contrôle majeur du Conseil constitutionnel, c'est un contrôle de logique et de cohérence. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, c'est cohérent avec l'objectif que vous poursuivez? Une fois de plus, vous allez peut-être vous dire que c'est pas bien juridique ce que je dis là, mais c'est quand même tout à fait la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et ça tombe bien parce que ça devrait être, ou c'est certainement, votre mode de réflexion. Vous voulez un ordre ou vous ne le voulez pas. Vous voulez que cet ordre ait tel ou tel type de prérogatives ou vous ne les voulez pas. Il faut se poser la question de savoir, non pas si c'est bien ou pas bien de le faire ou de ne pas le faire, mais de savoir si c'est proportionné et si c'est cohérent avec l'objectif que vous poursuivez. J'y reviendrai. Troisième type de profession, c'est de régulation d'une profession, puisque là j'ai parlé de la liberté, celle qui résulte de la loi Le Chapelier. Je peux être cordonnier, je peux être jardinier. Alors, j'ai intérêt à être bon, parce que si je suis un mauvais jardinier, un mauvais cordonnier, j'aurai peut-être de moins en moins de clients, mais c'est mon problème. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand on est dans une profession réglementée, où si je suis bon ou pas bon, je risque d'avoir quelqu'un d'autre, un tiers que le client, qui vient me dire « tu n'as plus le droit de faire ce métier ». Si je suis jardinier, je vais évidemment respecter un minimum de déontologie. Je ne vais pas faire des trucs, venir chez mon client sans lui avoir demandé avant. Je fais un certain nombre de règles. Mais c'est aussi, là encore, être poli avec mon client et pour le garder. Pas tout à fait la même chose quand je suis dans une profession réglementée comme les professions à ordre, etc. Alors on a cette troisième catégorie qui sont des professions un peu intermédiaires, et je crois que les ostéopathes aujourd'hui, en application de l'article 75 de la loi de 2002, le sont. C'est des professions qui, tout en étant entre guillemets normales, c'est-à-dire proches des garçons bouchers, des jardiniers, des cordonniers, se voient imposer un certain nombre de règles dans leurs modalités d'exercice, dans les modalités d'accès à la profession, dans les modalités de maintien. Donc on y reviendra peut-être en 3 mots tout à l'heure sur l'article 75. J'ai pas le droit d'être ostéopathe ou d'utiliser ce terme si je ne remplis pas certaines conditions de diplôme. Je dois exercer des actes qui sont encadrés. Une fois de plus, le jardinier a le droit de déplanter, de replanter, de tuer des fleurs si on lui donne l'ordre. Bon, l'ostéopathe, non. Il doit s'inscrire dans un cadre référentiel d'actes qui est prévu par un décret pris en application de la loi. Ça, c'est un mode de régulation qui est assez fréquent et qui est de plus en plus fréquent. On sort d'une régulation générale. Le code de commerce s'applique aux cordonniers et aux jardiniers. L'ostéopathe, mais le géomètre expert, mais plein de professions se voient appliquer des règles qui sont un peu plus spécifiques à ce qu'ils sont, tout en n'étant pas des règles de type ordinal classique. Alors, il y a une variante, et je sais que ça a été une question qui a été étudiée par vous dans le passé. Il y a une variante dans ces professions-là. Ce sont des professions un peu plus réglementées que celles que je viens d'évoquer, que celles des ostéopathes, parce que l'État estime que la mise en œuvre de la régulation n'est pas forcément, il n'est pas forcément pertinent que cette régulation ou que l'application de ces règles spécifiques soit faite par les juridictions normales, par le droit commun, mais que la réglementation puisse être adaptée aux réalités de la profession. C'est ce qui se passe dans pas mal de business aujourd'hui, en particulier depuis la fin des années 80, ce qu'on appelle avec des autorités dites administratives indépendantes. Je crée un droit dérivé, je confie à une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même nommé par l'État, avec des modalités de nomination qui peuvent être assez différentes, associant l'Assemblée nationale, le Sénat, les plus hautes juridictions administratives comme la Cour de cassation, le Conseil d'État. Et je dis à ces gens-là qui constituent un collège, vous allez avoir une première responsabilité qui est de créer de la norme dérivée. L'autorité des marchés financiers produit des documents qui font 600 pages dans lesquels on explique quel est le process qu'il faut suivre précisément lorsqu'on propose au public un produit dérivé d'un fonds de fonds de fonds de fonds. Le 14e fonds, vous savez, celui qui se refinance sur les 13 autres, et ainsi de suite, et qui ça se termine avec Madoff. Donc ça prouve que ça doit être efficace. Mais excusez-moi, je me laisse aller. Ça, c'est la principale mission. La seconde mission, c'est aussi d'exercer des fonctions qui sont des fonctions de type disciplinaire. Si demain, je suis un intermédiaire financier, que je respecte et que je fais aussi du conseil en placement et que je ne respecte pas le fait d'avoir un mur physique entre mes deux bureaux parce que normalement, je dois faire en sorte que les gars qui conseillent ne soient pas ceux qui font les arbitrages financiers in fine, je peux être suspendu par l'AMF et suspendu et sanctionné lourdement.
L'autorité de la concurrence en est un autre exemple, même si elle ne traite pas d'une seule profession, mais toutes les professions. Mais la Commission de régulation de l'énergie en est un autre exemple aussi. Enedis et RTE, qui sont des sociétés totalement privées mais réglementées. Si vous avez demain un problème de raccordement, parce qu'on vous refuse le raccordement à l'électricité, vous pouvez saisir une so-called juridiction, c'est pas exactement une juridiction, qui dépend de la CRE et qui va trancher le litige dans une logique un peu plus forte. Je ne trouve plus notre interlocuteur tout à l'heure, il est là-bas, un peu plus forte qu'une médiation, parce que c'est pas une décision juridictionnelle, mais c'est quand même une décision qui s'impose aux parties et qui consiste à dire, écoutez, Enedis, je vous mets en demeure de connecter Monsieur X parce qu'il a tous les droits et là, tout ce que vous lui avez dit jusqu'à présent n'a pas de sens. Ça pourrait aussi être une issue, enfin en tout cas une évolution de votre système. Ça présente une différence forte avec les ordres, j'y reviendrai, puisque c'est le quatrième mode d'organisation des professions lorsqu'elles sont réglementées. J'allais dire que toutes les professions sont réglementées. Il n'y a pas de sujet sur le sujet. Aujourd'hui, toutes les professions sont réglementées. Elles peuvent l'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les jardiniers de façon transversale et générale. On applique les mêmes règles, celles du Code du commerce, aux jardiniers, aux cordonniers et aux ostéopathes et aux médecins. Elles peuvent être un peu plus réglementées parce qu'elles ont des textes à eux et spécifiques qui s'imposent du fait de leurs particularités. Elles peuvent l'être avec un encadrement qui est un dispositif de régulation particulier, les autorités administratives indépendantes. Et elles peuvent être super réglementées. En réalité, quand on parle de professions réglementées en droit français, c'est de celles-là qu'on parle. Ce sont des professions qui sont soumises à un ordre. En réalité, si on regarde de quoi on parle, quand on parle d'ordre professionnel, on parle de professions qui sont en général assez techniques, très techniques, qui sont des professions dans lesquelles il n'est pas facile pour le client ou l'usager de comprendre le bien et le mal. Ce sont des professions dans lesquelles il y a un fort rapport de confiance. Et où on se dit, tout ça mériterait certainement que ce ne soit pas forcément des juges ordinaires qui tranchent de toutes les questions. Tout ça mérite certainement qu'il y ait une forme de déontologie plus aboutie en termes de texte et en termes d'obligations. Surtout, il y a deux caractéristiques dans un ordre professionnel. La principale et la première de toutes, c'est que l'ordre professionnel agit par délégation de l'État. Il exerce ce qu'en droit administratif on appelle des prérogatives de puissance publique. Ça fait une énorme différence avec ce que vous êtes. J'ai lu dans un document, je ne sais pas lequel, dans les facs toujours, où vous comprenez, les ostéopathes, ils sont très peu syndiqués, donc à quoi ça sert de faire un ordre, ils n'iront pas participer, etc. Peut-être. La différence entre le ROF et les autres syndicats et un ordre, c'est que le ROF n'exerce aucune prérogative de puissance publique. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, avec ses adhérents, lesquels sont libres de le quitter quand ils veulent, lesquels sont libres, il a encore disparu lui, lesquels sont libres de se soumettre à des processus de médiation interne, à des processus de règlement de différends qui sont internes, comme ils sont libres de ne s'y pas soumettre. Un ordre professionnel, lui, c'est l'État. Alors, c'est un État qui est décliné de deux façons. Et ce sont le deuxième critère avec ces deux variantes qui déterminent ce qu'est un ordre professionnel. C'est d'abord un bout d'État qui émane, certes, d'une volonté de l'État de lui confier cette responsabilité, mais aussi de la profession, puisque qui dit ordre professionnel dit élection, et dit gestion ordinale par des membres de la profession. C'est pas rien non plus. Et une fois de plus, les garçons bouchers, les jardiniers ne font pas trancher leur litige par une jurande de jardinier. Ils le faisaient avant 1791 et la loi Chapelier. Ils ne le font plus. S'ils ont un litige entre eux de nature commerciale, de nature clientèle, ils vont voir le juge civil. Et cette représentation par la profession, elle a comme principale mission, mais ça va de pair, de contribuer au pouvoir réglementaire, puisque il y a quand même en général une étape qui est l'application, la validation par un décret, mais de contribuer via le pouvoir, au soutien du pouvoir réglementaire, à la création, à l'édiction des règles professionnelles qui sont applicables. C'est-à-dire le code de déontologie, pour simplifier, consiste à dire, après un travail avec la profession pour élaborer ces règles, pour les dégager
pour estimer celles qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes, celles qui s'imposent, celles qui ne s'imposent pas, celles qui relèvent du passé, celles qui méritent d'être posées pour l'avenir, de proposer cela au gouvernement qui les met en œuvre. On voit bien la différence totale avec le système des autorités administratives indépendantes et des professions régulées, même quand elles sont très régulées, voire plus régulées que la vôtre, y compris si elle était ordinalisée. Il y a une vraie différence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une situation de suspension possible de votre activité d'intermédiaire financier, vous allez vous présenter devant un collège composé de 2 inspecteurs des finances, un conseiller d'État, 3 magistrats à la Cour de cassation et 2 personnalités qualifiées. Lorsque vous êtes suspendu de l'ordre des médecins, au niveau départemental, mais surtout au niveau national, vous êtes face à vos confrères qui apprécient si oui ou non vous avez commis une erreur, et il y a un membre du Conseil d'État qui est là, qui préside, certes, que tout le monde écoute poliment parce qu'évidemment, il représente le droit et il représente surtout le juge de cassation qui, in fine, viendra trancher la question si elle prospère devant le Conseil d'État lui-même, et qui est là pour affirmer le droit et le rappeler. Mais la question de la technicité, en tout cas de l'appréciation de ce qu'est le bien et le mal dans l'exercice d'une profession de santé, m'emmerdez pas à me dire que j'ai pas le droit encore, là je le dis, donc une profession de santé, est une question qui mérite quand même un peu plus de prise en compte de la réalité technique et de la réalité de ce qu'est la technicité du métier.